Bonsoir, soyez les bienvenus, c'est iWeek, toute l'actu Apple en live, c'est la dernière de la saison, et oui déjà, 38e numéro de cette saison 3, un peu d'émotion, je vous expliquerai pourquoi dans le courant de l'émission. D'abord c'est la dernière effectivement de cette saison 2015-2016, et donc forcément, gros moment d'émotion que je vais partager avec... trois de nos amis, ils seront quatre tout à l'heure puisque Eddie Magnette va nous rejoindre à la demi-heure. Je vais quand même commencer par saluer les courageux qui ont bravé la pluie en ce jour de l'été et de la fête de la musique pour être avec nous. À commencer par toi, Ellie. Salut. Bonjour tout le monde. Bon. Ravi d'être là et désolé de vous contredire, mais à Nice, il fait merveilleusement beau. J'ai failli faire l'émission au bord de la piscine, mais j'ai pas voulu vous déprimer. Donc, Tu sais que c'est une très vieille promesse que tu n'as toujours pas tenue. Hein. C'est vrai, j'y pense. En septembre, il fera encore suffisamment bon. Je crois. Pour que tu tiennes ta promesse. Absolument. Bon, merci d'être avec nous, Ellie. C'est toujours un plaisir de t'avoir dans l'émission. Je suis ravi d'être là. Et puis, j'ai quand même quelques questions, puisque c'est la dernière. Est-ce que tu nous as prévu des cliffhangers? C'est-à-dire, est-ce qu'un des chroniqueurs va être dévoré par les chiens Bien sûr. Comme dans Game of Thrones j'ai spoilé, zut. Ah oui. Non, bien sûr. C'est une émission forcément un petit peu particulière ce soir et donc c'est très sympa de vous retrouver avec nous, vous qui pouvez, vous le savez, correspondre, interagir avec Twitter et le hashtag iWeekTV que vous connaissez, et notamment poser des questions à Gilles Dunès. Salut Gilles. Salut Benjamin. Comment vas-tu ? Ça fait plaisir de t'avoir avec nous ce soir. Bon, si, ça me fait très plaisir. Je vais essayer de ne pas empiéter sur le temps de parole de mes petits camarades et de regarder l'écran cette fois-ci qui est non, on te fait totale confiance et de Paris à San Francisco, on se réjouit de t'avoir avec nous, n'est-ce pas Jean-Christophe ? Tout à fait. Je dois moi aussi avouer qu'il ne pleut pas. Je suis même sur ma terrasse parce qu'il fait trop chaud à l'intérieur. Mais je suis très content de passer cette heure avec vous et qu'on termine l'année ensemble. Voilà, donc tu es en duplex de San Francisco, on le rappelle, hein, Jean-Christophe, puisque tu es installé là-bas. Voilà, exactement. Voilà. Avec beaucoup de choses qui se préparent pour la rentrée, dont j'ai hâte de parler la prochaine saison. Eh ben écoute, tu nous fais un petit teasing là. Exactement. Oui. Bon, c'est normal, c'est la dernière. Bon, on espère que tu nous diras 2-3 petites choses avant la fin de l'émission. Alors, on a pas mal de choses à se dire, évidemment. On va revenir sur ce qui s'est passé la semaine dernière. Et puis, il y a un peu d'actu en ce début de semaine, de la fin du mois de juin. Pas mal de rumeurs. Donc, évidemment, on compte sur vos messages, sur vos réactions, sur vos tweets. On est en direct si vous nous regardez pour cette première diffusion du mardi. Il est 20h04 très précisément. Et on se retrouve dans un instant pour le vrai début de ce 38e et dernier numéro d'iWeek saison 3. À tout de suite. On va commencer par peut-être faire un peu le débrief de la semaine dernière et de tout ce qui s'est passé depuis notre folle soirée du 13 juin. Et donc, oui, quelqu'un a sonné. Bonjour. Désolé, j'ai laissé le mailer ouvert. Ah d'accord, ok. Disons que t'as une sacrée alerte, hein, tu risques pas de rater un message, Gilles. Donc on va peut-être commencer par revenir sur ce qui s'est passé depuis lundi 13 juin, et donc cette keynote qu'on avait vécue ensemble sur Watch TV. Peut-être on va se tourner vers toi, Jean-Christophe, à San Francisco, parce que tu es voisin de l'événement. Comment s'est passée la semaine ? C'est assez marrant parce que j'habite pas très loin du Moscone Center et il se trouve que, comme vous le savez, je travaille aussi sur 2 projets d'app et c'est rigolo, on voit des développeurs partout cette semaine-là. Le badge est assez voyant
Et donc, voilà, de San Francisco se met vraiment aux couleurs d'Apple, c'est assez drôle. Pour le reste, une certaine excitation pour les développeurs à qui j'ai eu l'occasion de parler. Il y a vraiment, j'aurai l'occasion de donner mon avis aussi, j'espère, dans l'émission, mais il y a vraiment un sentiment d'ouverture enfin, c'est-à-dire Apple qui a ouvert certaines choses et qui va permettre aux développeurs de s'amuser davantage. Pour l'anecdote, je travaille aussi sur un projet de voix sur IP, et donc ça a été une des belles annonces de cette conférence, et les développeurs sont tout excités pour qu'enfin, à peu près 15 ans après que ça a été inventé, la voix sur IP soit l'égale d'un téléphone au sein d'un iPhone. Donc c'est le genre de choses assez chouettes et qui signalent un beau changement pour Apple. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses après la keynote. Oui, ce qui était assez chouette, c'est que Tim Cook le disait lors de la conférence. En fait, la WWDC, il y a des workshops, des ateliers en permanence avec des gens d'Apple, mais de très haut niveau hiérarchique, qui sont là pour répondre aux questions des développeurs. Notamment, vendredi matin, pour vous raconter un peu ma vie, il y avait un workshop sur comment positionner une app dans l'App Store, comment profiter de la nouvelle régie publicitaire. Et là, on parle directement avec un senior manager de l'App Store qui est là pour discuter de l'application en tant que telle, de son positionnement dans l'App Store. Donc c'est une interaction, c'est une fois par an, mais Apple fait tout pour que ça se passe, pour qu'on en tire parti toute cette semaine. Donc ça, c'était bien. Quel regard vous avez eu, Élie et Gilles? Peut-être on va commencer par toi, Élie, sur la keynote avec le recul, et puis aussi les différentes infos du monde du développeur qui sont tombées depuis lundi dernier. Écoute, la keynote était conforme à mes prévisions, vous le savez. Ça, c'est vrai. Pas d'annonce hardware. Et franchement, non, moi j'ai aimé parce que ça s'adressait à des développeurs, donc il y a eu des annonces logicielles majeures et ça c'était vraiment bien. En plus, les versions aussi bien de Sierra que d'iOS 10 que de WatchOS 3 et tvOS sont des versions suffisamment différentes. C'est pas des releases mineures, donc il y a des choses sympas. Donc moi j'ai aimé, et puis je rejoins totalement Jean-Christophe. Moi j'ai eu la chance de faire je crois 6 ou 7 WWDC dans le passé, et donc maintenant c'est carrément impossible d'y aller. Mais cette ambiance dans la semaine, le fait de rencontrer des senior managers, de rencontrer d'autres développeurs et de rencontrer plein de gens d'Apple, c'est vraiment une expérience unique. Gilles, toi, tu as suivi évidemment comme nous cette conférence mondiale des développeurs Apple à distance. Qu'est-ce que tu en tires une semaine après la keynote et 4 jours après la fin des conférences? Alors, je vais rejoindre mes petits camarades dans la mesure où on sent que les trois OS principaux, outre macOS maintenant, donc Apple OS, WatchOS, tvOS et donc iOS se différencient et prennent chacun leur envol. Et il y a, comme le soulignait Jean-Christophe, une ouverture des différents de Siri par exemple, de la voix sur IP. On l'a vu, ils ont dû négocier avec les opérateurs. On a comme un bourgeon qui s'ouvre. J'espère que ça va continuer et que l'aménagement dans les nouveaux campus va permettre à tous ces gens de travailler ensemble et de proposer enfin de vraies nouveautés, quoi. Sur les annonces qu'on attendait, on ne va pas revenir sur ce qu'on aurait aimé et qui n'est pas arrivé. On reviendra d'ailleurs sur les rumeurs de nouveaux matériels tout à l'heure, mais sur Sierra, sur iOS 10, et je me retourne à nouveau vers toi, Jean-Christophe. Je sais que tu as été très déçu, notamment pour iOS 10, par l'absence de news qui concerne l'iPad Pro. Est-ce que tu t'es un petit peu calmé ou pas?
Non. Est-ce que je me suis calmé? Non, je reste très déçu. Après, j'y peux rien. Non, en fait, j'ai commencé un peu à jouer avec la bêta d'iOS 10 et il y a plusieurs articles qui sont sortis. Moi, il y a une chose qui me choque vraiment, indépendamment de l'iPad Pro, c'est un peu, je dirais, un manque de cohésion. Je vais prendre un exemple tout bête, c'est Siri. Ça fait des années que la rumeur attendait Siri notamment sur Mac. On l'a annoncé sur l'Apple TV, elle est enfin arrivée. Elle est sur l'iPhone, elle est sur l'Apple Watch. Sauf que, c'est pas la même Siri. Vous savez que quelques jours avant la keynote, on savait que Siri allait arriver sur Mac puisque Siri sur l'iPhone disait je ne trouve pas le Finder, donc on se disait bon c'est le même Siri, c'est une unification. En fait c'est pas vrai. Siri est ouvert aux développeurs seulement sur l'iPhone, pas sur macOS ni sur tvOS. Siri sur WatchOS ne peut toujours pas contrôler l'Apple TV, alors que ce sera quand même très pratique. C'est une télécommande qu'on a par définition toujours sur soi. Ça marche pas. Voilà, toutes ces choses-là où... c'est pas la première fois que Gilles parle de Campus 2. Peut-être que ça va enfin faire sauter certains silos et voilà, Siri, pour prendre cet exemple-là, si on a la technologie Siri disponible sur toutes les machines, autant qu'elle marche entre elles et qu'on n'ait pas à se demander quel device je vais devoir prendre pour pouvoir lui parler. Ellie ? Je suis assez d'accord, mais Apple étant impénétrable, ils ont leur plan, ils déroulent, ils réservent des fonctionnalités pour les versions d'après. Mais je pense qu'on ira vers une unification parce que ce n'est pas très logique. Mais c'est déjà très nouveau qu'Apple ouvre autant ces systèmes. Apple, vous le savez, depuis toujours a été une société extrêmement fermée. Et c'est quand même un signe des temps qu'Apple ouvre de plus en plus aux développeurs ces systèmes. Donc l'unification viendra. C'est pas très grave, mais je suis d'accord. J'adorerais contrôler l'Apple TV avec ma Watch. Ouais, bien sûr. Bon, c'est sans doute. Question. Oui, Gilles. J'ai une question pour Jean-Christophe. Est-ce qu'on est bien sûr que c'est pas le même Siri, c'est-à-dire le même algorithme qui fonctionne dans les serveurs d'Apple qui sont dédiés à chaque machine, ou bien l'implémentation qui correspond à des choses qui sont achetées sous licence, à Nuance en particulier, et l'implémentation étant différente dans chaque OS, et on sait que l'implémentation la plus mature de Siri, c'est celle d'iOS, puisqu'elle est là depuis l'iPhone 4S. Sachant, c'est pas extrêmement étonnant que Apple attende un peu sur le tvOS et sur WatchOS, qui sont des OS qui sont tout neufs, qui ont moins d'un an ou de 6 mois. Jean-Christophe ? Alors, j'ai pas la réponse. Je pense qu'effectivement, l'algorithme est le même, parce que ce serait bizarre d'en maintenir 3 différents. Mais l'implémentation, clairement, est différente. Vous avez tous, enfin ceux qui ont une Apple Watch, le nombre de fois où Siri vous dit sortez votre iPhone, bon, c'est horripilant. Et alors, effectivement, les machines sont pas les mêmes, sauf que en face, on se pose pas la question comme ça. Alexa d'Amazon ou même le Google Home, bon il y a qu'une Alexa, enfin il y a plusieurs déclinaisons, mais je veux dire c'est un haut-parleur et un micro, mais sauf que comme les développeurs peuvent mettre absolument ce qu'ils veulent, on se pose pas la question. Alexa joue de la musique, des vidéos et peut allumer et éteindre les lumières. Donc il y a cette idée de faciliter la vie de l'utilisateur chez Apple aujourd'hui. Enfin peut-être que c'est parce que je cherche la petite bête, mais j'ai du mal à expliquer à un utilisateur standard. Ah ben non, là tu parles à une machine, mais c'est pas la bonne, sors ton téléphone de ta poche. Voilà, c'est... Alors, je me tourne vers vos messages, vos tweets avec le hashtag iWeekTV. Vous êtes très nombreux, évidemment, à nous dire bonjour d'abord, c'est sympa, et aussi à être au rendez-vous de cette dernière. Et oui, l'été va être long, probablement sans iWeek. Si on s'apprête à vous manquer, c'est bien, mais sachez que vous allez nous manquer aussi. Et donc, petite remontée de vos messages.
on a un message de Stuffmac pour toi, Jean-Christophe, qui trouve très intéressante ton info sur Siri. Il dit qu'il a toujours eu un doute et qu'il est bien d'accord avec toi. À propos d'iOS 10 et des versions bêta, on vous rappelle qu'il faut être extrêmement prudent si vous avez accès à des versions développeurs, surtout ne pas les installer sur des appareils qui vous servent au quotidien, mais uniquement sur des machines de test. N'allez pas mettre en péril vos fichiers clients ou vos fichiers personnels. Question justement sur ces versions développeurs, est-ce que vous les avez installées, certaines d'entre elles en tout cas, lesquelles Oui. Et qu'est-ce que ça a donné? Moi, j'ai installé iOS 10 sur un iPad, donc qui est là. Ouais. Et je n'ai pas encore installé WatchOS parce qu'il faut un iPhone. Et mon iPhone est trop important pour que justement j'installe une bêta. Et comme me demandait Jean-Christophe, est-ce que je n'ai pas un iPhone en spare? Ben oui, mais vous savez ce que c'est. Les iPhones, dès qu'on a le nouveau, l'ancien, il y a 15 personnes qui le veulent. Et donc, il me faut un iPhone suffisamment récent, mais je vais y arriver. Et trouver une deuxième watch pour installer ça, parce que pareil, je veux pas non plus compromettre mon Apple Watch. Mais en tout cas, sur l'iPad, c'est assez sympa. Ouais. Moi, je l'aime bien. Il y a plein de petites choses. Bon, il y a l'application domicile. Vous savez que moi, j'aime bien la domotique et tout ça. On va en reparler. Voilà, et je trouve ça très bien. Mais en tout cas, positif pour l'instant. Bon, question pour Gilles et pour Jean-Christophe sur l'installation de ces versions bêta, donc qui ne sont pas des versions définitives encore, qui sont encore en cours de développement. Même raison que Ellie, j'ai pas de machine en double suffisamment récente pour pouvoir l'installer. Et je crois que même je vais être obligé de changer l'iPad si les spécifications sont bien celles qu'elles sont, en n'ayant qu'un iPad de génération 3. Bon, Jean-Christophe, je te soupçonne d'avoir testé. Oh, oui, je l'ai. Et moi, j'ai effectivement gardé mon iPhone 6 de l'an dernier, qui fait un très bon iPhone de test, puisque c'est juste la génération précédente. 2 points là-dessus. D'abord, c'est pas mal et comme toujours, c'est un peu le problème d'ailleurs. C'est que pour une première bêta, c'est très stable. Bon, ça flingue l'autonomie, donc c'est pas une bonne idée de l'installer sur un environnement de prod. Je m'en suis pas assez servi pour dire que pour les coups de fil et ce genre de choses, ça fonctionne bien. Mais je voulais juste faire un point parce qu'on a eu une discussion sur Twitter ce week-end assez houleuse. Moi, je suis assez pour que, sur iWeek, on vous dit la vérité. Ah oui, il faut. On n'est pas là pour se cacher derrière. Ah non. On est là pour ça. Et donc, on sait bien que parmi nos téléspectateurs, il y a des gens qui vont installer la bêta et qui ne sont pas développeurs. 2 points. Le premier, c'est qu'à mon avis, c'est bien d'attendre un peu, surtout si on n'a qu'une seule machine, parce qu'il y a vraiment des risques, et notamment en termes d'autonomie. Les téléphones, c'est très utile et on ne peut pas se permettre que ça casse. Le deuxième point, c'est qu'il y a une vraie arnaque en ce moment sur certains sites qui, pour la modique somme de $4 ou 4 €, vous proposent de prendre votre numéro de série d'iPhone pour que vous puissiez télécharger, voilà, notamment celui-là, pour que vous puissiez télécharger la bêta. Alors, c'est un scandale parce que ça profite de l'excitation des utilisateurs et d'Apple alors que c'est totalement illégal. Et deuxièmement, c'est absolument pas nécessaire puisqu'il y a un autre moyen sans avoir besoin de rentrer son UDID pour installer la bêta. Voilà. Donc, je ne vous dirai pas lequel parce que c'est pas bien d'installer la bêta, mais si vous voulez le faire, surtout, ne vous faites pas avoir par ce genre d'arnaque. Mais attends, c'est pas que ça m'intéresse, mais c'est quoi le moyen à part juste avoir un compte développeur, ce qui est ouvert à Alors tout le monde. moyen. Alors, est-ce que tu peux le dire sans le dire? Dis tout. Pourquoi ne pas le dire? Balance. Excuse-moi Benjamin, je t'ai pas entendu. Alors, est-ce que c'est vraiment gênant de le dire parce que quelque part c'est une info? Est-ce qu'il y a une manière alternative au fait d'avoir un compte développeur Apple qui est la voie officielle? Bon alors, justement parce qu'on vous dit la vérité, et parce que c'est la dernière, et parce que c'est pas un secret, je l'ai trouvé sur internet comme tout le monde. Il se trouve qu'Apple ayant ouvert l'an dernier une
politique de bêta publique qui n'est pas encore active mais qui sera active en juillet. En fait, on peut maintenant installer les bêtas over the air sur Internet sans passer par un câble USB, iTunes et un compte développeur. Et il faut récupérer, alors sur les internets, ça je voulais chercher, le certificat développeur qui va bien. Moi je l'ai fait en 2 minutes hier. Et il se trouve qu'ensuite, la bêta, enfin l'iPhone est reconnu par Apple comme un iPhone de test. Et la bêta vous est envoyée et s'installe. Mais encore une fois, il faut faire ça sur l'iPhone ou l'iPad de l'an dernier, surtout pas avec une machine de production parce que la bêta est pas assez stable. Voilà, absolument. Je le redis. C'est d'ailleurs une des questions sur justement le degré de fiabilité de la bêta actuelle d'iOS 10. Prudence. Oui. C'est stable, mais ça flingue l'autonomie et de temps en temps ça redémarre et de temps en temps il y a des petits trucs un peu bizarres. Donc il faut être prudent. Ouais, c'est Stuff Mac à nouveau qui dit depuis la semaine dernière j'ai tenté d'installer iOS 10 mais il paraît que la version bêta dev n'est pas encore fiable ni stable. Donc vraiment ne le faites pas sur votre iPhone, celui qui vous sert au quotidien, on va dire. Oui. En tout cas, la méthode de Jean-Christophe est la bonne parce que moi, j'ai essayé d'installer. Pourtant, j'ai un compte développeur officiel. Donc, j'ai téléchargé la bêta officielle du compte. J'ai essayé de l'installer à travers iTunes. Ça m'a planté l'iPad, qui heureusement était un iPad un peu en spare. Et il n'y a pas eu moyen de l'installer autrement qu'en installant le certificat, effectivement. Et le certificat a récupéré une version over the air qui, elle, s'est installée sans problème. Alors, je reprends Twitter parce qu'il y a pas mal de messages qui tombent. Thierry confirme qu'il suffit d'installer un certificat et hop, en OTA, donc over the air, c'est super simple. Et puis à propos de Siri, c'est Frédéric Tesson qui nous dit pour info, Siri est dispo sur les enceintes Ultimate Ears Boom 2 et Mega Boom depuis aujourd'hui. Alors ça, c'est une info que j'avais pas. Ça vous dit quelque chose ? Non. D'abord, c'est quoi ces enceintes ? C'est étonnant. C'est étonnant, oui, c'est étonnant. Intéressant. On va creuser. Je sais qu'Eddie Magnette est dans les starting blocks pour nous retrouver. Il prendra ta place, Gilles, dans quelques minutes. Peut-être qu'Eddie, le temps que tu n'es pas à l'antenne, peut-être que tu peux essayer de te renseigner sur cette dispo de Siri sur des enceintes Ultimate Ears. C'est une info qui nous est glissée par Frédéric Tesson, qu'on va tout de suite essayer de vérifier. Farouk nous dit qu'il y a des bruits parasites. Alors, je pense que les bruits parasites viennent de chez toi, Jean-Christophe. Ce coup-ci, c'est pas ton voisin qui tond la pelouse. Je sais pas ce qu'il y avait tout à l'heure. Là, ça va mieux, j'ai l'impression. Parce qu'en fait, je coupe mon micro régulièrement parce qu'effectivement, il y a des bruits. Malheureusement, j'ai des avions qui passent au-dessus de ma tête. Alors, d'accord. Bon, les petits oiseaux, ça nous dérange pas, mais c'est vrai que parfois, il y a d'autres bruits. Bon, écoute, on est en direct, on est en duplex, on est aux 3 coins du monde, en tout cas. Donc, c'est très sympa. On va peut-être commencer à prendre l'actu de ce début de semaine. Très rattaché, évidemment, à la semaine dernière, à notre attente un petit peu déçue de nouveaux Mac, notamment de nouveaux MacBook Pro. Et ben justement, il semble qu'il y ait des indices, n'est-ce pas Ellie, sur ces nouveaux portables Apple dans Sierra, justement. Oui, absolument. Et en fait, il y a des indices et des contre-indices. Il y a eu une première information comme quoi des développeurs avaient trouvé dans le code de Sierra des mentions par rapport à du LED ou du OLED. Et donc, ils se sont dit, mais ça veut dire que la barre OLED, elle va bien être présente puisqu'elle est dans le code de Sierra. Et puis, il y a eu une contre-news en disant oui, mais en fait, ça ne veut rien dire parce que ça, c'est générique et ça, c'était déjà dans des anciens systèmes. Ce qui ne veut pas dire non plus que Apple ne l'avait pas prévu depuis très longtemps et qu'on n'en avait pas parlé. Donc, en fait, on ne sait pas. Voilà. Bon, et là, à l'antenne, on voit les bouts de code, justement, qui font référence à des LED, donc notamment à ce fameux bandeau de touches à LED qui viendrait remplacer les touches de fonction. On en parlait la semaine dernière. Oui. Et c'est pas d'ailleurs uniquement lié à Sierra en fait. C'est lié à un futur MacBook Pro éventuellement. Donc
Qu'il y ait des indications dans le code ou pas ne change pas le fait qu'Apple un jour peut sortir, ou pas d'ailleurs, un nouveau MacBook Pro avec un écran OLED, une barre OLED au-dessus. Alors, ce qui est très étonnant, c'est que sur le même site, MacG, on a à la fois l'article qui nous vend des indices sur les nouveaux MacBook Pro et notamment sur cette bande, et en même temps un autre article qui nous dit que Sierra ne dit rien sur le LED des prochains MacBook Pro. Alors, autant dire que moi, j'y comprends pas grand-chose là. Il y a un vieil adage journalistique qui dit une info et son démenti, ça fait 2 papiers. Plus la polémique qui en fait un truc. Excellent. Bon, pas de... Oui, Gilles, vas-y, je te sens chaud là sur le sujet. À propos des MacBook Pro, un autre indice, c'est la disparition en catimini sur la pointe des pieds du MacBook Pro 13 pouces. On en avait parlé, je crois, dans un évoqué précédent. Le modèle avec disque dur et disque optique qui s'en va tout doucement en catimini. Il reste présent pour ceux qui en voudraient et éventuellement le marché de l'éducation, on en parle régulièrement, mais il y aurait un remaniement dans la gamme avec éventuellement le MacBook Air en entrée de gamme, la disparition du MacBook Pro 13 pouces, et puis, le MacBook Pro 15 pouces en haut de gamme avec en tant que remplaçant du vieux 17 pouces que nous aimions tant. Ouais, je pense qu'on peut se tourner vers le revendeur Apple, l'Apple Premium Reseller en chef, Eli. Présent, n'est-ce pas? Cette disparition du MacBook Pro 13 pouces, elle est confirmée de ton côté? Oui, a priori, Apple l'a retiré des Apple Store. Nous, pour l'instant, ils nous disent rien. Mais en tout cas, ce que je peux dire, c'est ouf, enfin, ça fait des mois et des mois qu'on aurait dû le retirer. On a beaucoup de mal, nous, presque, on refuse de le vendre parce que c'est un mauvais service à rendre aux clients. Le processeur, il date de la préhistoire, il est lourd, la batterie tient pas. Et Apple, pourtant, nous oblige à l'exposer. Donc, si tu regardes dans notre boutique aujourd'hui, il y est parce qu'Apple nous oblige à le mettre. Et on est obligé d'expliquer pourquoi c'est pas la machine qu'il faut. Et comme on n'est pas censé dire du mal des produits Apple, c'est compliqué. Voilà, on dit pas de mal, on dit juste que... Mais tu trouves des gens qui veulent l'acheter ? Ah non, mais nous, on refuse. Donc, il faut vraiment un pistolet sur la tempe et que le client nous signe une décharge pour qu'on lui vende ça. À ce point-là ? C'est pas un bon service à leur rendre. Ouais. Bon, donc voilà. Est-ce qu'on en sait plus, pour résumer, sur de l'arrivée de nouveaux portables qu'on espérait la semaine dernière? Est-ce qu'il faut se dire que ce sera pas avant, au plus tôt, la mi-août, la fin août, le mois de septembre? Alors, septembre, non, c'est exclu. Septembre, septembre, c'est un mois iPhone et Apple Watch. Ouais. Donc, Apple ne mélangera pas. Donc, ça veut dire que soit ça arrive un peu avant, soit ça arrive en octobre avec une gamme iMac en novembre. C'est déjà arrivé. Portable octobre, iMac novembre. Tout dépend si Apple veut en vendre beaucoup, s'ils arrivent à en produire beaucoup. Mais je préférerais août, honnêtement. On a vu... Oui, Gilles. On a vu assez régulièrement, c'était le cas du premier MacBook Pro Retina, une arrivée au mois de juin, même s'il est bientôt fini. Les iMac sont régulièrement remises à jour en juillet, donc on a encore quelques fenêtres de tir avant la rentrée de septembre et puis novembre. Mais ça va être assez compliqué pour les assembleurs d'Apple à ce moment-là de livrer en temps et en heure avec tout le pipeline produit qui va se bousculer. Bon, écoutez, on est condamné à attendre malheureusement. J'espère que si vous avez besoin de changer de portable, vous pouvez attendre le renouvellement de cette gamme. Il devrait se passer pas mal de choses à la fois à l'intérieur de ces machines et puis peut-être aussi au niveau du design lui-même, puisque comme on le disait, c'est un design qui remonte à l'arrivée du MacBook Pro Retina, donc 2012, ça fait 4 ans maintenant. Eh oui. Il serait temps de les faire évoluer. Et puis, je ne parle pas du Mac Pro, du Mac Mini, potentiellement dans un second temps de l'iMac. Voilà. Il devrait y avoir une grosse actu matérielle quand même à la rentrée.
Ben, on espère vraiment, hein, parce que nous, en particulier, les APR, MCS en particulier, on est très très sensible au niveau de notre activité aux nouveautés produits. C'est-à-dire qu'on a cette image de marque. Les clients viennent quand il y a des nouveaux produits, ils viennent les découvrir chez nous, ils viennent poser des questions, etc. Donc les années où il n'y a pas de produits, c'est dur pour les chiffres d'affaires, c'est dur pour la fréquentation. Donc vivement qu'Apple sorte des produits, vivement. Bah oui, bien sûr. Merci beaucoup. Je vais remercier Gilles qui nous a accompagnés pendant cette première demi-heure de l'émission. Gilles, ça me fait un petit pincement au cœur de te dire au revoir aujourd'hui parce que on sait qu'on va pas se retrouver, on va pas se voir pendant un peu plus de 2 mois. Donc merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je sais que c'était pas facile pour toi ce soir. Ça nous touche beaucoup de t'avoir eu avec nous pour cette dernière. Ça m'a vraiment fait plaisir aussi, vraiment du fond du cœur, et puis de retrouver la communauté des téléspectateurs. On va voir comment ça va se passer sur Twitter après le match, quoi. Bien sûr. À bientôt. Un petit mot. Un petit mot, Gilles, un petit mot d'Eli. Un petit mot, je voulais attendre la fin, mais comme il nous quitte, pour dédicacer cette émission, la dédier à tous nos fans et à Gilles en particulier avec ce petit hashtag. Voilà, ça s'adresse aussi bien à Gilles qu'à la communauté des iWeekers. Yes, merci Ellie, c'est absolument adorable. Je suis sûr que vous serez plein à vous joindre à ce hashtag We Are Family. Voilà, ça s'applique aussi à la famille d'iWeek. Et Gilles, on t'embrasse, on te souhaite de bien profiter de l'été et on te dit évidemment rendez-vous à la rentrée. On va continuer avec... Salut Gilles, à très bientôt. Voilà, et Jean-Christophe évidemment te salue Gilles. À bientôt Gilles, bonnes vacances et on se retrouve en septembre très très vite. Voilà. Merci beaucoup Jean-Christophe. Je remonte vos tweets le temps que Keddy vienne nous retrouver en duplex. Alors, beaucoup de messages évidemment autour des versions bêta. Thierry Sainton a fait l'installation d'iOS 10 sur iPad mini 4 et iPhone 6 et dit-il ça tourne très très bien. Farouk nous dit forcément bêta égale risque. Oui, donc évidemment... Faites attention. Philippe Legrand, toujours philosophe, se contente de confirmer ce qu'on vient de dire à propos d'iOS 10. Et oui, il faut faire attention. Mais bon, c'est le jeu, dit-il. Eddie Magnette, donc, qui est en train de nous rejoindre là, a eu le même souci que toi, Ellie, pour installer la bêta. Et apparemment, il a choisi de passer par la même manip et le même subterfuge que celui que vous avez utilisé tous les deux, Ellie et Jean-Christophe, pour l'installer. Et donc, petit certificat et hop, over the air, même pas besoin de brancher un câble pour faire cette mise à jour. Toujours, évidemment, sur une machine qui n'est pas une machine de production. On vous le conseille très vivement. Et puis, toujours sur Twitter, d'autres messages à propos de ces enceintes. Mais peut-être que pour les enceintes, justement, on va pouvoir bénéficier des lumières d'Eddie Magnette qui vient de nous rejoindre. Salut Eddie. Hello. Salut Benjamin, bonsoir Eddy, bonsoir Jean-Christophe et puis bonsoir à Gilles qui doit continuer de nous suivre. Bien sûr, il est forcément encore avec nous. C'est un plaisir de te retrouver, Eddy. On te voit évidemment avec Ellie qui fait des signes des mains comme ça. Je sais pas ce que tu voulais montrer. Oui, c'est lui que tu voulais qu'on montre. Hein. On te retrouve évidemment sur tablettetactile.net. C'est ça. Et est-ce que tu nous as entendu parler de ces enceintes qui seraient compatibles Siri ? J'ai bien entendu et je suis allé chercher un petit peu les informations puisque j'avais vu passer aujourd'hui un article sur iGénération. Et donc, a priori, ça arrive sur la gamme des enceintes Boom 2 et Megaboom Ultimate Ears, qui sont donc compatibles avec Siri, mais pas seulement Siri, puisque c'est aussi compatible avec Google Now. Et a priori, donc, il y aurait une mise à jour du firmware qui serait à faire pour que les enceintes puissent servir de liaison donc entre le téléphone et la personne qui va l'utiliser. Donc, a priori, c'est pas Siri qui s'installe dans les enceintes, mais les enceintes vont permettre de servir de liaison avec l'iPhone ou avec l'iPad, hein, puisque je pense qu'elle fonctionne aussi avec iPad. Alors, il y a aussi Engadget... C'est quel fabricant ? C'est Logitech. Ultimate Ears, apparemment, non ? Voilà, c'est ça, ouais, Ultimate Ears. Et c'est donc les enceintes qui sont cylindriques, hein, je ne sais pas si vous voyez lesquelles, donc les Boom 2 et les Mega Boom. Et puis, donc, si j'ai bien compris, un gadget qui a pu les tester n'est pas forcément pour l'instant hyper convaincu par la qualité
et le rendu de Siri sur ces enceintes. Mais donc a priori voilà, donc depuis aujourd'hui c'est disponible le firmware et ça permet donc de contrôler, de pouvoir accéder à Siri directement depuis l'enceinte. Bon, pendant que tu nous expliques tout ça, Eddy, j'essaye de récupérer la page d'Ultimate Ears, mais c'est un peu long. Ah si, voilà, voilà la Mega Boom, voilà à quoi elle ressemble. Ouais, c'est forcément des enceintes que vous avez vues parce qu'elles sont assez répandues quand même. Elles n'ont pas forcément une très très bonne cote d'un point de vue technique, purement audio. C'est pour ça que c'est assez étonnant que Siri. Enfin, je sais pas. Est-ce que c'est un choix d'Apple de les avoir choisis pour intégrer Siri ou est-ce que non, mais à mon avis, c'est une mauvaise info. Hein. Je pense que Siri n'est pas intégré. Hein. Ça va être rectifié. Je pense que c'est un micro distance. C'est comme dans une voiture. Voilà, c'est ça. Moi, dans ma voiture, quand j'appuie sur micro, je parle à travers la voiture et c'est l'iPhone qui comprend. Donc c'est un micro déporté. C'est ce que j'essayais donc d'expliquer. Donc le firmware permet maintenant de créer un pont entre l'enceinte et l'iPhone. Mais effectivement, Siri n'est pas installé sur l'enceinte. Voilà. Bon, en tout cas. Et la vraie différence. Oui, Jean-Christophe. Pardon. La vraie différence, en fait, ne sera pas là. Elle est sur le 10 Siri. C'est-à-dire que depuis l'iPhone 6S, je crois, vous savez qu'on peut déclencher Siri sans appuyer sur un bouton, sans avoir l'iPhone dans la main. Il entend tout seul. Et c'est le grand plus d'Alexa, dont je parle tout le temps, mais je suis vraiment fan, c'est que on n'a rien à faire, on l'interpelle et elle répond et elle agit. Or si il faut quand même appuyer sur le bouton de l'enceinte pour enclencher Siri, en fait, on est, comme le dit Ellie, dans le cas comme dans une voiture, c'est un truc malin, mais on n'est pas dans un assistant présent en permanence, qui est ce que fait Amazon, ce que va faire Google, et ce qu'on a cru qu'Apple ferait peut-être avec l'Apple TV, un de ces quatre, c'est dans les rumeurs près WDC. Ellie, un petit mot à ajouter ou c'est bon? Non, c'est bon. C'est bon. J'ai un scoop par contre. Alors vas-y. J'ai un scoop. J'ai retrouvé le nouveau macOS. Regardez. Tadam. Ça c'est un logo qui me rappelle des souvenirs en revanche. Hein. Et voilà. Et en fait, c'est assez vieux parce que je sais pas si vous voyez. Et donc, on est sur le même thème parce que la baseline dit vous avez toujours fait partie de la famille, on vient juste de l'officialiser. Voilà, donc, on y est toujours sur ce hashtag que tu nous as proposé tout à l'heure. Il y a beaucoup de messages qui font une bise à Gilles, beaucoup de messages aussi autour des rumeurs de nouveaux portables. Alors je vous les livre à la queue leu. Je vous demande de me répondre de manière très très brève. Stoff demande si on est en droit d'espérer une mise à jour du MacBook Air. Non, il va être fondu dans la gamme. Bon, voilà, pas d'évolution majeure. On l'avait déjà dit en manière assez précise la semaine dernière. Nos confrères d'iPhone FR disent si vous voulez acheter un Mac, attendez septembre et les nouveaux MacBook avec ligne de touche OLED. Voilà, septembre, on n'est pas sûr, hein. Non, septembre, je crois pas. Non, septembre, c'est non. Soit août, soit octobre, hein, c'est ça? Oui. Ouais, hein. C'est ça. Voilà. Parce que deux annonces majeures en septembre. Hein. Nouvel iPhone, on va en parler parce qu'il y a les rumeurs sur les caractéristiques. Et puis peut-être nouvel Apple Watch. Du coup, ça fait beaucoup. Allez, on continue sur les messages, les tweets. Rien de prévu pour le MacBook Retina 12 pouces. Il vient d'évoluer, alors avec pas grand-chose de nouveau, mais... La priorité, c'est quand même les MacBook Pro à ce stade, non? Oui, mais peut-être que le MacBook va évoluer, en tout cas fusionner avec le MacBook Air. À partir du moment où les MacBook Pro vont évoluer sensiblement, peut-être qu'il y aura une fusion de la gamme Air et MacBook. Oui, ce serait pas impossible. Farouk vous demande, est-ce que le ralentissement sur l'évolution de certains produits pourrait cacher un plus gros produit en préparation chez Apple? Autrement dit, une partie de l'effort est concentré sur quelque chose qu'on ne connaît pas encore. On espère que ça sera une mise à jour majeure. Hein. Des fois, je doute, mais j'aimerais tellement qu'il nous fasse une rupture technologique parce que on en a parlé suffisamment et à chaque fois, ça me fait un peu mal d'en parler. Mais les derniers portables de nos camarades de chez HP ou de chez Asus sont plus en rupture technologique que ne l'ont été les produits Apple depuis un moment déjà. Clairement, clairement. Donc il est temps qu'il se réveille, quoi. Parce que si c'est juste une barre d'OLED en disant voilà c'est une barre OLED, on va rester un peu sur notre faim, quand même. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que technologiquement
les portables, notamment les nouveaux portables HP qu'on a essayé avec Fabrice dans Broadcast Time il y a quelques semaines, sont hyper impressionnants, avec notamment des ports Thunderbolt 3, du Xeon sur un portable, 32 Go de RAM, enfin des caractéristiques qui sont assez impressionnantes. On va revenir à l'actu de ce mardi 21 juin, actu de l'écosystème Apple, avec un brevet qui a été accordé à Apple et qui nous ramène alors un petit peu à l'actualité à la fois de la réalité augmentée et des écrans qui peuvent prendre une forme différente de celle qu'on connaît aujourd'hui sur les iPhones, plus proche de ce qu'on a l'habitude de voir désormais chez Samsung. Vous le voyez, des écrans potentiellement incurvés notamment. Est-ce que vous pensez qu'Apple va suivre cette piste ? En même temps, les écrans courbés, la vraie question, c'est à quoi ça sert vraiment ? Parce que finalement, on se rend compte que Samsung, qui a maintenant donc les écrans recourbés depuis 2-3 ans, si je ne m'abuse, finalement, on s'aperçoit que la valeur ajoutée de l'écran recourbé elle saute pas forcément aux yeux. Donc je pense qu'Apple n'intégrera cette technologie que, alors après bien sûr, Apple dépose des brevets, comme le font un grand nombre de marques, pour se protéger énormément chaque année. Ouais. Maintenant, est-ce que la technologie se retrouvera dans un appareil ? Je ne sais pas. En fait, il faudra d'abord que la technologie serve vraiment le produit pour qu'Apple l'intègre. Et pour le moment, quand on voit par exemple comment Samsung l'a intégré, il n'y a pas véritablement une valeur ajoutée qui laisse à penser qu'Apple partirait dans la même direction. Enfin, je crois. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Autre évolution, alors c'est beaucoup plus probable, Touch ID sur Mac. Là, je me tourne à la fois vers vous trois, mais vers Ellie et vers Jean-Christophe et vers Eddy. On y croit. S'il y a une barre OLED, il y aura Touch ID parce que la barre OLED est tactile. Et donc, ça serait une façon, évidemment, de s'authentifier, d'augmenter la sécurité du produit. Donc, j'y crois. En sachant aussi que avec l'arrivée de macOS, on va avoir la possibilité, si je ne m'abuse, si j'ai bien suivi la conférence de la semaine dernière, de déverrouiller son Mac grâce à son Apple Watch. Donc, ça remplace en quelque sorte Touch ID, puisqu'il suffira juste d'approcher le Mac, l'Apple Watch du Mac pour réussir à le déverrouiller. Bon, là, bien sûr, il faut une Apple Watch. Jean-Christophe ? Je vois plutôt ça, ce que vient de dire Eddy, un encouragement de Touch ID. C'est-à-dire qu'on voit clairement qu'Apple est contre la saisie de mots de passe à répétition. L'Apple Watch, clairement, comme ils n'avaient pas de matériel à annoncer, c'est pas possible de dire que Sierra va gérer Touch ID. Mais ça me paraît faire partie de la même famille. Ouais. Bon, donc ça c'est en revanche beaucoup plus probable. Des messages autour de cette fameuse barre OLED dont on parle de plus en plus sur les prochains MacBook Pro. C'est notre amie Céline qui nous dit il est certain qu'une barre OLED ne serait pas révolutionnaire et fera grimper les prix. On espère plus. D'ailleurs, au niveau de la barre OLED, Philippe Legrand, que nous saluons au passage, m'a fait passer une petite info sur Twitter au sujet d'un clavier où on pourrait rajouter une barre OLED aussi, qui est donc sur un Magic Keyboard Apple, on pourrait rajouter une barre OLED et qui du coup marcherait sur un iMac et sur beaucoup de produits. Bon, il reste à savoir ce qu'on pourra faire avec, ce que ça va permettre de faire, parce que c'est vrai que pour l'instant, ça ne nous semble pas forcément hyper évident. C'est vrai que le problème de certaines technologies, c'est qu'elles font, entre guillemets, rêver, mais la vraie question, c'est est-ce qu'elles sont vraiment pertinentes ? Oui, c'est ça. Au-delà du gadget et de l'aspect esthétiquement joli, par exemple, d'une barre OLED, ou tout à l'heure, comme on l'évoquait, d'un écran recourbé, après, la vraie question, c'est est-ce que c'est pertinent ? Est-ce que Apple a vraiment envie de l'intégrer dans un de ses produits ? De toute façon, pour la barre OLED, a priori, on aura une réponse au plus tard en octobre. Mais pour le moment, c'est vrai qu'on en est encore qu'au stade d'une rumeur.
une rumeur certes qui revient de manière répétée, mais toujours au stade d'une rumeur. Ouais. Alors, j'ai vu un concept, excuse-moi Benjamin, j'ai vu un concept et ça avait l'air assez intéressant, voire passionnant, parce que comme elle est paramétrable, donc au départ on peut afficher des icônes de logiciels les plus connus, il suffit de toucher pour le lancer. Quand on joue de la musique, ça fait apparaître le bouton play, le curseur de défilement dans une chanson. Donc il y a plein de façons, mais évidemment ça suppose des modifications importantes de l'OS pour faire tout ça. Eh oui. Bon, bah écoute, c'est vrai que c'est intéressant. Je crois qu'on a encore un petit peu de pollution sonore en provenance de San Francisco, mais bon, c'est assez chic quand même d'être pollué par les rues de San Francisco. Donc on va pas t'en vouloir, Jean-Christophe. Stoff nous rappelle effectivement que dans le dernier numéro d'Andromag, et oui, j'ose évoquer Andromag dans eWeek, on vous a montré des images de l'événement Lenovo qui avait lieu à San Francisco il y a une dizaine de jours. Et on a effectivement vu des prototypes de tablettes qui se pliaient en deux et de smartphones qu'on s'enroulait autour du bras comme un bracelet. Donc effectivement, il y a une vraie évolution technologique. La vraie question, c'est de savoir ce qu'on fait avec, et pour l'instant, c'est pas forcément évident. Et puis Gilles, qui n'est effectivement pas très loin, nous dit, rappelez-vous le changement de format de la vidéo de la WWDC. Il y a quelque chose du côté des écrans qui se prépare chez Apple. Voilà, c'est vrai que c'est une conviction assez forte qu'il a Gilles, et on va suivre ce dossier-là avec attention tout l'été et à la rentrée. Autre projet qui est forcément en train d'approcher et de devenir une réalité, ou de se préparer à devenir une réalité en France, c'est Apple Pay. Alors, petit doute sur la date à partir de laquelle on pourra commencer à payer avec Apple Pay. Certains disent juillet. Cet été, a priori. Ouais. Les autres. Cet été. Ouais, cet été. Bon, donc on va dire que ça se joue à quelques semaines près, dans tous les cas. Oui, alors j'ai eu quelques infos, parce qu'évidemment c'est un dossier qui nous intéresse beaucoup. Comme je vous avais dit l'autre fois, il y avait des personnes d'Apple qui venaient nous interroger sur nos terminaux de paiement, qui ont pris des photos et les modèles, des fois que. Et puis, quand la première info est sortie, la Banque Populaire, ils ont shooté les premiers sur la homepage. Quand vous allez sur le site de la BP, il y a marqué « Vous pourrez payer dès juillet avec votre iPhone grâce à la Banque Populaire ». Le problème, c'est que la Banque Populaire, qui est une banque très sympathique, au demeurant, ils l'ont fait tout seul. Et du coup, toutes les autres grandes banques de France, ils sont allés voir Apple en disant « Mais c'est quoi ça ?» Et donc, du coup, là, ils ont freiné, parce que quand on retourne à l'instant même sur le site de la Banque Populaire, ils ont enlevé juillet, ils ont dit cet été. Bah, tu vois, on y est. Et effectivement, c'est... Voilà. Il y a marqué bientôt, simplement, là. Ouais, voilà, c'est bientôt. Alors qu'il y avait marqué juillet. J'ai l'image, je peux te la passer. Ah, d'accord, mais on te croit sur parole. Voilà. Donc, ils ont... Soit ils ont vendu la mèche et ça a déplu en haut lieu, on va dire, du côté de Cupertino, soit ils sont juste rentrés dans le rang, quoi, comme on dit. Mais puisque c'est la dernière et qu'on peut lâcher des scoops, nous avons une réunion vendredi matin, une conf call Apple sur Apple Pay. Donc pour l'instant, je ne sais pas de quoi ils vont nous en parler, mais en tout cas, vendredi matin, on est bloqué pendant une heure pour parler d'Apple Pay avec eux. Et ben voilà une info. Donc, voilà. Alors, je peux dire un mot sur le sujet ? Bien sûr, Jean-Christophe. Bien sûr. Voilà, et je suis vraiment désolé, je suis rentré à l'intérieur, j'espère qu'il y aura un peu moins de bruit. Donc Apple Pay, moi je suis assez impatient de le voir arriver en France, parce que vous avez un univers bancaire beaucoup mieux uniformisé qu'aux États-Unis. Moi clairement, je peux utiliser Apple Pay depuis 2 ans et je ne m'en sers absolument jamais. Parce que le standard NFC qui est utilisé n'est pas compatible avec Apple Pay. Donc, par exemple, on pourrait payer en NFC dans les taxis à San Francisco, mais Apple Pay marche pas. Les boutiques ont pas fait le saut. On attendait beaucoup. Il y a eu un changement de carte bancaire en octobre 2015 où les terminaux étaient censés tous accepter la puce. Et donc, on pensait qu'à cette occasion-là, Apple Pay serait adopté en masse. C'est toujours pas le cas. Donc le message, c'est vous impatientez pas trop. Je pense que c'est bien d'attendre pour qu'on puisse s'en servir beaucoup plus. Moi franchement, je m'en sers quand je vais à l'Apple Store, c'est tout. Bon, écoute,
On te croit sur parole. Oui, Elie. Oui, il y a une vingtaine déjà de retailers qui ont fait une sorte de page en disant nous supporterons Apple Pay en France dès la sortie. Donc évidemment Fnac, Darty, etc., etc. Donc c'est pour ça que nous-mêmes on pousse beaucoup Apple en disant attendez, l'Apple Store va le faire. Là, on vient de voir 20 retailers qui ont fait une page commune en disant nous supporterons Apple Pay. Les APR doivent supporter Apple Pay aussi. C'est quand même important. Oui. En sachant aussi qu'on pourra payer via Apple Pay sur Internet. D'ailleurs, tout à l'heure, je crois que c'est Jeff qui nous disait Touch ID sur un Mac permettrait du coup de payer avec Apple Pay depuis son ordinateur, en fait. Absolument. Encore pas mal de tweets, comme tu le disais, Eddy. Petit clin d'œil de Joël destiné à Jean-Christophe qui demande s'il y a la fête de la musique à San Francisco. Eh oui. Oui, mais ce soir. Voilà, c'est ça. Ce soir, là pour toi, il est quoi? Il est 10h du matin? Il est midi et demi. Ah, il est midi et demi. Ah bon, bah écoute. Enfin, non, je dis des bêtises. Midi moins 10, pardon. Bon, autant te dire qu'ici, à midi moins 10, on avait déjà de la musique dans certaines rues. D'autres messages, Thierry qui nous dit qu'Apple Pay chez BPCE, donc Banque Populaire Caisse d'Épargne, ça a fonctionné quelques jours. Alors, ça mériterait quelques explications. Fonctionner, c'est-à-dire un petit tweet supplémentaire pour nous expliquer. Et puis Gilles, décidément, qui est toujours avec nous, nous dit Apple Pay, Banque Populaire Caisse d'Épargne, ce seront les premiers parce que ce sont eux qui ont testé les premiers les fameuses cartes. Il est généralement assez bien renseigné. Gilles, tu sais le pire d'infos. Oui, Elie. Le pire, c'est que, d'après ce qu'on a su, il y a eu un test Apple Pay qui a été fait en France, à Nice. Et on n'en a absolument rien su. Pourtant, j'ai demandé à toutes les banques. Et ça a vraiment dû être fait avec des clauses de secret très, très importantes parce que je n'en ai pas du tout entendu parler. Et pourtant, on a plein de banques et je les ai toutes interrogées. Voilà. Et pour ceux qui ont pu tester Apple Pay en France, alors si j'ai bien lu, je crois que c'était lié donc à un bug. Il suffisait de passer son smartphone sur la langue anglaise, je crois, ou sur le format régional anglais, de rajouter sa carte bancaire sur Apple Pay et de revenir après, de repasser son iPhone au format français et on pouvait utiliser Apple Pay. Ça a duré une journée ou deux puisque assez rapidement les cartes ont été supprimées du wallet. Oui. Voilà. Et Gilles Denès nous dit les cartes ne seront pas prêtes en masse avant 2017. Quand il dit les cartes, c'est des cartes. En fait, comme elles sont virtuelles. Peut-être apporter un éclairage là-dessus. Alors en une minute parce que je voudrais qu'on aborde quand même l'iPhone 7 avant de se quitter. Très, très rapidement, en fait, la carte qu'on a dans Wallet sur Apple Pay, c'est pas sa carte bancaire. En fait, on donne la carte bancaire à la banque qui génère un numéro de carte spécifique uniquement à Apple Pay. Et donc, comme ça, si vous faites voler votre iPhone, vous faites pas voler en plus votre carte de crédit. Donc, je pense que c'est à ça que Gilles fait référence. Il y a un mécanisme de chiffrement du numéro de la carte qui est pas forcément en place dans tous les pays. Absolument. Bon. On va suivre, ça va être un des feuilletons de l'été, évidemment, même si c'est moins spectaculaire pour nous que les nouvelles machines qu'on attend, ça va être en soi une petite révolution, évidemment, et l'alliance entre Apple et les banques et la manière dont Apple d'un côté et les banques de l'autre vont travailler ensemble va être hyper intéressant à suivre. L'iPhone 7, sans trop se tromper, on peut dire que c'est pour le mois de septembre. À nouveau, encore beaucoup de rumeurs et de contre-rumeurs sur cette fameuse disparition de la prise jack pour brancher ses écouteurs. Est-ce que tout va passer par le port Lightning? En gros, chaque jour, ça change. Oui? La réponse est oui. Tout va passer par le port Lightning. Oui, et alors on a eu une confirmation supplémentaire. Évidemment, j'ai lu l'article pour et l'article contre, mais il se trouve que il n'y a pas très longtemps, en juin, il y a eu un petit salon à Paris qui s'appelle Tilleuly-sur-Seine. Donc c'est un de nos fournisseurs qui réunissait des vendeurs d'accessoires, etc. Et j'ai vu plusieurs sociétés américaines qui fabriquent des housses pour iPhone. Et deux d'entre elles m'ont affirmé que le jack avait disparu parce qu'ils ont déjà les specs pour les housses et qu'il n'y est pas.
et eux-mêmes ont des protos de coques iPhone. J'en ai vu un. Et il n'y a pas de port jack. Donc, alors, à moins qu'ils se trompent ou que ce soit de la désinformation de la mort, et moi, j'ai vu des coques et il n'y a pas de prise jack. Hein. Et pourtant, regarde dans certains articles, je ne vais pas dire que c'est des news, mais au moins c'est des articles, notamment cet article de notre camarade Michael Bazoge sur iGénération. On parle du retour du port jack, voilà, avec des iPhone 7 qui seraient déjà en production. Tu imagines qu'il y a même maintenant des adaptateurs Lightning Jack fabriqués en Chine oui, qui sont déjà produits en attendant. C'est vrai. Bon. Il y a un peu de nouveau, Benjamin, sur le sujet. Oui. Juste avant l'émission, donc c'est vraiment du breaking news. Il y a plusieurs sites de news sérieux, notamment CNBC, Forbes, enfin des vrais magazines. C'est plus de la rumeur, qui publiaient un rapport commun disant que la prise jack allait disparaître et que l'iPhone 7 serait un iPhone de transition. Avant la vraie révolution, donc c'est bien ce qu'on attendait depuis quelques mois, qui serait pour 2017 avec l'OLED, avec tout ça. Donc c'est aussi, enfin, il n'y a pas une qualité supérieure à la rumeur, sauf que le fait que ça vienne d'entreprises de presse aussi sérieuses peut laisser à penser quand même que Apple n'y est pas pour rien et que ça serait pour diffuser une information un peu avant les autres. Thierry nous dit que le Wall Street Journal l'a confirmé aussi. Bon. Donc, plus sérieux que le Wall Street Journal. Ah oui, c'est ça. C'est ça. Bon, les amis, je crois qu'on arrive à peu près au terme de notre 38e numéro de la saison 3. Dans quelques instants, on va dire que c'est fini jusqu'à la rentrée. Alors, je veux dire, c'est un moment très, très important pour Watch, pour moi, parce que ce studio que vous connaissez, dans lequel vous nous avez vu évoluer depuis 3 ans maintenant, on va le quitter. On est en train de préparer un gros déménagement. À la rentrée, vous nous retrouverez ailleurs. Et donc forcément, c'est un lieu qui a marqué l'histoire de cette petite chaîne indépendante, différente aussi. Et donc, Gilles était ému tout à l'heure de partir. Moi, je suis un peu ému aussi de m'apprêter à vous dire au revoir et vous souhaiter de bonnes vacances. C'est vraiment un plaisir de vous retrouver toutes les semaines. Je dis ça non seulement à Ellie, à Eddy et à Jean-Christophe, mais aussi vous qui êtes devant votre écran de télé, devant votre tablette, votre iPhone, qui participez avec nous. Vous savez, c'est un endroit qu'on a fabriqué de nos mains. Watch est une chaîne que j'ai démarrée un jour sur un coin de table, sur une feuille blanche. Et donc, je suis un petit peu ému de faire ce dernier numéro d'iWeek dans ce studio. Je peux pas encore trop vous parler de la rentrée. Mais en tout cas, il se prépare de belles choses et j'espère que vous serez contents de ce qui arrivera après l'été. Je vais vous laisser le mot de la fin, les amis, parce que sinon je vais me laisser submerger par l'émotion. Ellie. Écoute, moi j'ai été ravi de partager ces 3 saisons d'iWeek avec toi et avec tous les iWeekers et j'attends impatiemment les nouvelles pour la rentrée de septembre et je pense que ça va être encore une grande aventure, mais en tout cas j'étais ravi de vivre celle-là avec toi et regarde à quel point on est pour iWeek, parce que je te signale que là en ce moment il y a le démarrage du match de l'Espagne et je suis devant vous. C'est vrai, il faut quand même prendre la mesure des choses. Eddy, c'est pareil, toi tu as participé à chaque fois que tu le pouvais, mais c'est toujours un plaisir et c'est chouette de finir cette saison avec toi aussi. C'est un plaisir partagé et puis en plus aujourd'hui grâce à Twitter, il y a le trait d'union entre l'émission iWeek et la vie de tous les jours et on peut discuter facilement avec tout le monde. Continuer le débat même quand l'émission est terminée et ce sera un vrai plaisir d'être là encore avec toi et avec les camarades de jeu à la rentrée de septembre. Écoute, je le souhaite de tout cœur et je vais aussi envoyer une bise de l'autre côté de la Terre, du côté du Golden Gate, Jean-Christophe, c'est aussi très sympa. Ouais, merci Benjamin. Je sais pas si tu t'en souviens, mais en fait, iWeek a commencé au tout début de mon aventure américaine. Ouais. Donc pour moi, c'est un peu spécial parce que c'est chouette de pouvoir justement se retrouver d'aussi loin et chaque semaine comme si on était côte à côte. Le studio
bah voilà, moi aussi j'y étais attaché. J'oublie pas la soirée mémorable qu'on a passée à Noël ensemble. C'est vrai. Voilà. Et puis on se retrouve à la rentrée. D'ici là, il y a Twitter pour suivre et pour échanger avec tout le monde. C'est quand même super sympa de vous retrouver chaque semaine. Voilà, et on va conclure parce que sinon on va être coupé avant la fin. Merci à tous. Retrouvez les archives, les podcasts. On est en train de tout mettre à jour. Vous allez pouvoir rattraper votre retard pendant l'été et puis on vous donne rendez-vous à la rentrée en septembre avec la deuxième vie de Watch et d'iWeek. Salut à tous. Ciao, bisous.